Et bonjour à toutes et à tous. Je suis très très contente de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Donc j'espère effectivement que déjà ce podcast qui commence petit à petit à prendre forme, eh bien vous convient. N'hésitez pas à me faire vos retours, à laisser une note, un commentaire si vous le trouvez chouette et que vous avez envie de le promouvoir, voilà, sur les plateformes d'écoute. C'est hyper important pour sa visibilité. Mais sinon, vous savez que je suis toujours très friand de vos retours. Donc vous pouvez très bien m'envoyer un message en fait privé sur Instagram ou un mail à contact@elodiecripel.com. C'est moi qui lis mes mails et mes MP, sachez-le. En tout cas, le jour où je suis en train là d'enregistrer ce podcast, c'est bien moi qui fais ça. Après, je ne saurais pas dans les années à venir si ce podcast est toujours en ligne. Donc aujourd'hui, j'avais très très envie de vous parler d'un sujet. Alors, c'est un sujet très 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 large. Je pense que je ferai plusieurs épisodes, je vous le dis de suite, parce que j'essaye de faire des épisodes courts. Je sais que certaines personnes auraient aimé des épisodes plus longs, mais vous êtes plus nombreuses aujourd'hui à me dire c'est génial parce que c'est court et justement je peux les écouter plus facilement parce que je suis suivie par beaucoup de mamans. Et je sais moi-même que lorsque c'est long, c'est très compliqué. On écoute ça en 20 fois, 40 fois et ça peut être très frustrant. Mais je ferai donc plusieurs épisodes, pas d'inquiétude. Donc encore une fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les dire. Eh bien, ça sera toujours l'occasion de faire un nouvel épisode. Donc je vais vous parler des relations et plus précisément dans ce podcast, aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous parler en fait des relations de couple. Alors pour les personnes qui ont mon livre Je t'aime un peu beaucoup hyper sensiblement qui est aux éditions Solar, eh bien sachez que vous allez ça va faire des redites peut-être, mais je vais expliquer peut-être certains points qui n'ont pas été expliqués dans le livre. Pour les personnes qui n'ont pas le livre, sachez qu'il est disponible dans toutes les librairies et bientôt d'ailleurs à l'international. Bonne nouvelle de mon éditeur. Donc du coup, j'ai été donc, et je suis encore, mais bon, je pratique moins, je dois bien l'avouer, médiatrice familiale, et j'ai accompagné de nombreux couples, hein, et notamment des couples atypiques. La différence, vous allez me dire, c'est vrai que ce soit un couple atypique ou non, alors déjà, on joue des tiroirs, mais il faut que j'en referme quand même. Un couple atypique, avant qu'on me pose la question, parce que j'en ferai pas tout un épisode dessus, ça c'est sûr. Qu'est-ce que c'est? Il suffit que un ou plus des partenaires, en tout cas, qu'au moins un des partenaires soit neuroatypique. Donc maintenant tu sais qu'est-ce que c'est les neuroatypies, puisque normalement tu as écouté les épisodes précédents, mais si c'est pas le cas parce que tu arrives dans ce podcast et quand même j'ai envie de te sauter la bienvenue, sache que on parle de neuroatypie quand il y en a une des 5, c'est-à-dire en fait soit la douance, être surdoué, soit être hypersensible, soit avoir en fait un TDAH, donc en fait c'est un trouble de l'inattention et ou de l'hyperactivité avec, les troubles 10 et les TSA, donc c'est le spectre de l'autisme au sens large. Peut-être qu'on pourrait rajouter un sixième sur la multipotentialité, mais officiellement aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il suffit d'avoir une de ces atypies pour être considéré comme neuroatypique. Mais en général, c'est pas rare d'en avoir plusieurs. Donc, lorsqu'on est neuroatypique, on peut être soit en couple avec une personne qui n'est pas atypique, et donc qui est neurotypique, et elle n'est pas moins bien, soit avec une personne atypique, mais qui a, et maintenant vous le savez si vous avez écouté un épisode précédent encore une fois, des atypies différentes, ou en tout cas, même si il a les mêmes atypies, ça se colore différemment, et donc forcément cette personne est différente. Donc, on pose souvent la question, est-ce que c'est mieux d'être en couple, Elodie, avec une personne qui est atypique ou non? Mais en fait, ça dépend de vous. Mais ça dépend de la couleur aussi de ces atypies. Si par exemple, vous êtes avec une personne qui est atypique, par exemple, je dis un exemple. Si vous êtes surdoué hypersensible et que vous trouvez un ou une partenaire surdoué hypersensible, est-ce que vous pensez que de base ça ira mieux si cette personne surdouée hypersensible n'a pas du tout les mêmes valeurs que vous, mais que à côté vous pourriez être avec une personne qui n'est ni surdouée ni hypersensible, mais qui a les mêmes valeurs et les mêmes objectifs que vous? Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une question d'atypie. Ça peut aider d'une certaine manière parce qu'on peut aussi se comprendre dans cette différence, mais je pense que lorsqu'il y a une tolérance de la différence, que l'ordre soit atypique ou non, c'est pas l'essentiel. Et on va y venir. En fait, la première chose à faire et la première erreur que j'ai toujours repérée dans les couples qui ne fonctionnent pas, mais il y en a d'autres, on en reparlera, c'est en fait la méconnaissance de soi. C'est tout bête dit comme ça. À chaque fois que je dis ça, j'ai la sensation que les gens sont un peu déçus, dire ah bon, c'est juste ça, mais c'est énorme parce que si tu te connais pas toi, tu connais pas réellement tes besoins en fait. Je veux dire,
tout le monde a des besoins et des attentes lorsqu'on crée une relation, que ça soit en couple ou en amitié ou qu'importe. Il y a forcément des besoins et des attentes. Et c'est quand même beaucoup plus facile lorsqu'on en a conscience pour vous sentir bien. Donc bien, ça veut rien dire, hein, mais je reste vague exprès pour pas vous orienter. Mais est-ce que vraiment vous savez de quoi vous avez besoin pour créer une relation qui vous fait du bien? Ou est-ce que vous restez dans le côté oh, j'ai envie d'être respectée, d'être en sécurité, j'ai envie de partager des moments. C'est trop vague ça, c'est beaucoup trop vague. Ok, mais encore, quels sont vos besoins à vous? Et ça, c'est souvent lié à son histoire, à ses fragilités, à ses faiblesses, à ses traumas. Ça veut dire qu'il faut avoir conscience. Et pour avoir conscience, ça veut dire qu'il faut être honnête envers soi-même, et ça c'est vraiment très compliqué, hein, malgré ce qu'on croit, de ce qu'on a vécu et de ce qui a été compliqué, de ce qui est encore douloureux, de ce qu'on n'a pas envie en fait de voir. Parce que le couple, c'est quand même un régulateur et un explosif psychique. C'est-à-dire que c'est la personne, on le dit souvent, on donne le meilleur et on réserve aussi le pire. C'est quelqu'un normalement avec qui on vit, qu'on voit souvent, qui nous voit dans les meilleurs moments et dans les pires moments. C'est vraiment une personne qui va finalement faire aussi un effet miroir, qui va venir attaquer notre ego. Lors des disputes, par exemple, eh bien, on voit beaucoup de personnes qui sont en fait assez malhonnêtes, et c'est pas parce qu'elles sont des personnes perverses ou manipulatrices, mais c'est parce qu'elles ont du mal déjà à être honnêtes envers elles-mêmes, et donc du coup, forcément, ça crée des insécurités dans le couple. Donc le fait d'avoir conscience de ses propres failles, eh bien, on comprend déjà pourquoi on a choisi telle ou telle personne. En fait, on ne choisit jamais son ou sa partenaire au hasard, absolument pas. En psychologie, c'est vraiment très très clair. Après, est-ce qu'on en a vraiment conscience à l'instant T? Je crois pas. Donc, au fur et à mesure des années, il est totalement possible en fait qu'on n'évolue pas dans la même direction, mais en ayant conscience de pourquoi, comment, on peut trouver en fait des chemins qui vont nous permettre d'évoluer ensemble, tout en acceptant que peut-être, pendant un temps, on ne sera pas ensemble dans l'évolution. Ça va, je vous ai pas perdu là? Et ça va être hyper important. Encore plus chez les atypiques. Pourquoi? Parce que chez les atypiques, il y a quand même eh bien, une intensité et un besoin d'évolution très très fort. Donc ça va vite et ça va fort. Inévitablement, si déjà on part avec une mauvaise connaissance de soi, le fait qu'on puisse pas connaître ses besoins, mais comment voulez-vous les exprimer à l'autre? Et là, on est sur la deuxième grosse difficulté. C'est-à-dire vraiment, mais s'il y a deux points clés qui fait qu'un couple fonctionne ou ne fonctionne pas, c'est ça, la connaissance de soi. Et cette deuxième clé, la communication. Il faut pouvoir communiquer. Et là, on ne sait pas faire. Personne ne sait bien communiquer. Ça s'apprend, ça se rapprend, c'est hyper complexe. Mais pour savoir bien communiquer, eh bien, il faut d'abord se connaître. Je ne peux pas communiquer quelque chose que j'ignore moi-même. Et pour bien le communiquer, alors vous avez effectivement la communication non violente qui est un superbe outil, lorsque les deux sont moteurs là-dedans, bien évidemment. Mais il y a d'autres manières, parce que tout le monde ne communique pas par les mots. Et ça aussi, quel est le langage de l'autre? Alors on peut parler aussi du langage d'amour de Gary Chapman, je ne sais pas si vous allez voir un petit peu sur internet, mais en fait, on ressent pas, ou on se sent pas aimé tous de la même manière, et on n'exprime pas notre amour tous de la même manière. Pour essayer de synthétiser, de vulgariser le propos de Gary Chapman, en gros, donc il y a 5 langages d'amour. Le premier, ça serait les paroles valorisantes. Donc effectivement, faire des compliments. Il y a des personnes à qui ça fait du bien, et c'est ce qu'on entend souvent dans les couples en disant mais tu me dis jamais si, tu me dis jamais que tu me trouves jolie, tu me dis jamais que tu me trouves ceci, nanana, ce genre de choses qu'on entend souvent dans les couples. Le deuxième langage d'amour, ça serait les moments de qualité. Je trouve qu'on ne passe pas assez de temps ensemble, on pourrait faire plus d'activités ensemble, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, parce qu'on aime passer du temps avec l'autre. Le troisième, ce sont les cadeaux. Alors moi, je dirais plutôt les attentions. C'est-à-dire que parfois, et j'en vois beaucoup dans les couples où, oui, voilà, ça fait quelques mois, je te dis que j'aurais aimé avoir ça, ça, ça. Finalement, bah, tu n'as pas
pris soin de faire attention à ça et donc tu m'offres un cadeau où j'en ai rien à faire et ça tombe à côté de la plaque. Ce sont des petites choses comme ça ou bien ces petits cadeaux qui arrivent à des dates qui n'ont rien à voir avec des anniversaires ou des Noël ou je ne sais quoi, qui font que voilà, la personne va être très touchée. Donc ça, voilà, ça peut être un langage d'amour. Il y a aussi les services rendus. Donc ça va être les petites tâches, les services que l'on va faire très naturellement, parce que ça aussi, c'est une sorte d'attention qu'on va faire pour l'autre. Je suis allée effectivement ramener ça pour toi alors que tu ne m'as rien demandé. Je suis allée chercher ça pour toi alors que tu m'as rien demandé. Enfin, voilà. Attention à ne pas confondre effectivement le partage des tâches ménagères qui en soi n'est pas un service. Et bien sûr, le 5e langage d'amour, c'est le toucher physique. Et donc, c'est la tendresse, les caresses. Ah, donc, pour certaines personnes, ça peut aller jusqu'à la sexualité, mais sans parler de sexualité, c'est vraiment le toucher. Il y en a qui sont très tactiles et qui ont besoin, effectivement, de se toucher, tout simplement, pour ressentir l'amour. Donc, on a les langages d'amour, mais on a aussi le langage tout court, tout ce qui est verbal et non verbal aussi, les silences, les regards, et il y a une complicité qui peut se faire dans cette communication. Et malheureusement, la communication, elle est biaisée par plein de choses, et notamment par les interprétations, par nos peurs, par nos angoisses, par les non-dits, par aussi l'entourage. Euh, et par la vie tout simplement. Et je trouve qu'à un moment donné, on entend souvent des couples dire, en tout cas tous ceux que j'ai pu accompagner ou dans mon entourage, mais il ou elle me connaît quand même. C'est-à-dire qu'au bout de certains temps qu'on est ensemble, c'est vrai qu'on a ces attentes de se dire, ça va, j'ai pas besoin de tout dire, de tout expliquer, ou elle est capable de le savoir. Eh bien, non, en fait. Et ça, j'aime bien le rappeler aux atypiques, que vraiment un couple, mais comme toute relation, c'est énergivore. C'est vrai. C'est vraiment, en fait, un engagement, un investissement en temps et en énergie. Et ça, c'est pas toujours évident à comprendre parce qu'il y a des personnes qui se disent ça va au bout d'un moment donné, stop, ça fonctionne pas comme ça. Alors souvent on donne cette image qui est assez juste au final de ce feu qu'il faut alimenter sans cesse pour maintenir le feu. Bien évidemment, on n'est pas toujours en train de mettre du bois dans la cheminée, on n'est pas toujours en train de faire chauffer là pour que les braises continuent à chauffer. Ce n'est pas tout le temps, à chaque seconde, évidemment, tous les jours, je ne vais pas forcément penser à tout le temps. Alors, des fois, on entend ce genre de conseils dire pensez tous les jours à vous dire je t'aime ou à vous montrer que vous aimez. Non, honnêtement, dans la vie de tous les jours, ça fait 14 ans que je suis avec mon mari, on a 4 enfants, c'est le rush. Non, tous les jours, nous ne pensons pas à nous faire une petite chose. Non, absolument pas, parce que nous sommes en sécurité dans notre couple. Et je pense que à un moment donné, on serait fatigué de se dire oula, est-ce que j'ai fait mon devoir de lui prouver que je suis bien avec elle, que je suis bien avec lui? Absolument pas. Par contre, oui, ça doit se faire assez régulièrement. Et lorsque ça fait longtemps que nous n'avons pas passé de temps ensemble, lorsque ça fait longtemps que nous n'avons pas créé de cette complicité, que nous n'avons pas communiqué, eh bien, forcément, ça laisse trop de place, eh bien, peut-être à l'expectative, trop de place à l'interprétation, trop de place après à certaines peurs, à certaines craintes, et on a besoin aussi de les rassurer, c'est normal, c'est humain, on a besoin de trouver finalement ce lien. Et lorsque je parle de lien, je parle de connexion. C'est un besoin prioritaire souvent chez les personnes atypiques dans leur relation. Elles ont besoin de rentrer en connexion avec l'autre. Et qui dit connexion ne dit pas fusion, et ça je pense que c'est hyper important. Mais j'en reparlerai dans un épisode sur les relations, de pourquoi la jalousie, pourquoi c'est compliqué dans les relations, que ce soit amoureuses et amicales, lorsqu'il y a effectivement ce mélange entre la connexion et la fusion. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que je vais m'arrêter là, c'est vraiment ces 2 points essentiels. Si vous avez la sensation à chaque fois dans vos relations que vous ne trouvez pas, ou que souvent j'entends de toute façon je ne sais pas choisir la bonne personne. Mais avant de choisir une personne, il faut avant tout savoir de quoi on a besoin. Donc on revient à ce point essentiel de est-ce que vous vous connaissez vraiment? Ou est-ce que vous pensez vous connaître? Est-ce que vous connaissez vos atypies? Et est-ce que vous savez communiquer? Parce que lorsque, eh bien, vous vous connaissez vraiment, enfin, au mieux, parce qu'on évolue sans cesse, bien sûr, lorsque vous connaissez bien vos besoins, est-ce que vous savez les communiquer? Parce que entre, eh bien, et là, c'est une citation assez connue, de Bernard Werber qui dit entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer.
mais essayons quand même. Et je trouve vraiment que cette citation est parfaite. Donc vous voyez à quel point c'est vraiment complexe parce que finalement une mauvaise communication, ça peut tout foutre en l'air. On peut blesser et reblesser une personne et ainsi de suite. Et à un moment donné, lorsqu'on est trop blessé, il n'y a plus de confiance. Et quand il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de complicité. Et lorsqu'il n'y a plus de complicité, il n'y a plus de connexion. Et donc, il n'y a plus de couple. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu et donc n'hésitez pas encore une fois à laisser une note, à laisser un commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast justement sur ces sujets des relations.